Pierre Bellemare, Jacques-Antoine, les dossiers d'Interpol, tome 1. Le diable habite au ranch El Angel. Un solide marceau de fil électrique d'1 mètre de long traîne aux côtés du cadavre de Magdalena, dans un hôtel borgne de Barcelone. Le propriétaire, ne la voyant pas redescendre de sa chambre, la découvre allongée sur son lit. Magdalena était une prostituée mexicaine de 25 ans. Le fil électrique a servi à l'étrangler. Et l'étrangleur est un homme, car seul un homme peut posséder la force physique nécessaire. Il a agi avec discrétion et efficacité. L'on pense immédiatement à un professionnel du crime, et non à un simple client de passage. Un interrogatoire minutieux de la femme de ménage et du gardien de nuit de l'hôtel, du chauffeur de taxi qui aurait amené le tueur sur le lieu du crime, et du barman au comptoir duquel le tueur aurait attendu un taxi, permet de reconstituer avec une grande précision son signalement. Conclusion. Il ne s'est pas caché. Il s'agit sans doute d'un Américain du Sud venu en Espagne pour un très court séjour. Interpol fait une demande de renseignements à diffuser en Europe et dans les deux Amériques. Et quelques temps plus tard, même scénario à San Francisco cette fois. Le 16 décembre 1963, un morceau de fil électrique d'environ 1 mètre de long est retrouvé près du cadavre d'une barman mexicaine. Elle a été étranglée alors qu'elle venait tout juste de fermer son bar vers 1h du matin. Il s'agit d'une femme de 27 ans, née à Porto Rico. Mais ses papiers sont faux, ils lui ont été fournis par une officine spécialisée. L'enquête ne parvient pas à aller plus loin. Le tueur a agi avec la même précision et la même rapidité, mais ne semblait pas avoir pris de grandes précautions pour dissimuler ses traits. La police a de lui un signalement assez précis qu'elle communique à Interpol. L'homme étant un étranger, probablement de langue espagnole. Le rapprochement est établi entre les deux crimes. Même fil électrique, même victime prostituée, même tueur désinvolte qui ne semble pas se préoccuper le moins du monde de se faire reconnaître au nom. À tel point que l'on pourrait établir un portrait robot précis, taille moyenne, très brun, pommettes saillantes, yeux sombres, longue moustache, signe particulier, une ou plusieurs dents en or au côté droit de la bouche. C'est donc un télégramme urgent de diffusion générale qui est adressé le 26 décembre à tous les bureaux centraux nationaux d'Interpol en Europe et dans les deux Amériques. 2 jours plus tôt, le 24, veille de Noël, Maria Mejia, une jolie brunette de 14 ans, folle de terreur, s'est réfugiée dans un poste frontière à San Diego, côté américain, à l'extrême sud de la Californie. Pour expliquer son affolement et justifier sa sortie illégale du territoire mexicain, Maria Mejia a raconté qu'elle s'était enfuie d'un hôtel où elle était poursuivie par le tueur d'un gang de la prostitution. Dans un premier temps, l'adolescente refuse de décrire l'homme dont elle semble avoir une peur épouvantable. Elle se laisse convaincre par la police et donne exactement le même signalement que dans les 2 cas précédents. Elle a même entendu dire que le tueur exécute ses victimes avec un fil électrique. Les victimes en question sont des prostituées. La jeune Maria Mejia exerce déjà cette profession lucrative mais dangereuse. Or, elle n'a que 14 ans. Bien qu'elle refuse d'ajouter un seul mot à sa déclaration par peur de représailles, la police de Santiago renonce à la refouler au Mexique et préfère la garder dans un établissement d'éducation contrôlé jusqu'à plus simple information. Mais toutes les polices du monde le savent. Quand il s'agit de prostitution, le gros problème est d'avoir des informations justement. Quelle que soit la menace qui pèse sur elles, les filles n'osent jamais aller trop loin dans les confidences, sûres qu'elles ne paieront les conséquences de leur vie. C'est donc à Interpol que l'on essaie de réfléchir et de rapprocher les morceaux de puzzle. Le tueur exécute des prostituées mexicaines en dehors du Mexique. Il est donc probable qu'il est chargé de les tuer parce qu'elles se sont enfuies du Mexique justement. C'est donc que les filles appartenaient à l'origine à un gang puissant. Première chose à savoir pour situer le réseau, c'est le lieu de recrutement. Or, dans les 2 morceaux de puzzle se trouve une indication. Les 2 victimes sont nées au même endroit, San Francisco del Rincón, au Mexique. Et à ce stade, il n'est pas question de coïncidence. Le résultat de cette réflexion est que le bureau d'Interpol à Mexico charge le capitaine Jiménez d'enquêter à San Francisco del Rincón. Le premier point étant d'établir la présence d'une maison close dans ce charmant pays. Le capitaine Jiménez, policier élégant et cultivé, qui a fait de nombreux stages dans les polices étrangères, décroche son téléphone depuis Mexico pour appeler la police de San Francisco del Rincón. Mais il n'y a pas de police dans le pays. L'ordre y est assuré par la garnison militaire locale commandée par un capitaine. Et ce capitaine n'a rien de courageux, car il est midi et il décroche son téléphone avec mauvaise humeur. Monsieur prenait son bain. Capitaine Zuniga, j'écoute. Ici capitaine Jiménez du bureau d'Interpol à Mexico. Que puis-je faire pour vous, capitaine? Je voudrais savoir s'il y a une maison close à San Francisco del Rincón. Il y a d'abord un petit silence étonné au bout du fil, puis la réponse vient. Non, il n'y en a pas. Du moins, pas d'institution déclarée, à ma connaissance. Bizarre. Il semblerait pourtant que San Francisco del Rincón soit un lieu de recrutement pour la prostitution. Vous m'étonnez beaucoup, capitaine. San Francisco del Rincón est un coin bien tranquille, vous savez. Peut-être, mais vous ne me ferez pas croire qu'il n'y a pas un seul bordel dans la région.
Non, évidemment. Alors où le capitaine Hermenegildo Zúñiga semble décidément peu coopératif. Mais il lui faut bien reconnaître qu'il y a la maison des sœurs González à Lagos de Moreno, non loin de là. 2 jours plus tard, le capitaine Jiménez de l'Interpol de Mexico pénètre avec le lieutenant Hermenegildo Zúñiga, commandant de la garnison militaire locale, dans la maison close de Lagos de Moreno, qui n'a jamais reçu des personnalités de ce genre. C'est une grande bâtisse, sans luxe exagéré, que fréquentent surtout les paysans des environs. Ce qui frappe immédiatement le capitaine Jiménez, c'est l'état des pensionnaires. Un tel état de faiblesse et de prostration qu'il leur est pratiquement impossible de répondre à ces questions. « Comment vous appelez-vous » La malheureuse fille le regarde et répond avec hésitation, comme si elle avait oublié jusqu'à son nom. « Hilar. Quel âge avez-vous » Cette fois, la fille cligne des yeux, elle paraît perdue dans un abîme de réflexion et de doute concernant son âge. « Quoi ? Vous ne savez pas votre âge ? Vous êtes majeur au moins ?» Le mot majeur lui fait incliner la tête en signe d'acquiescement. « Et d'où venez-vous ?»« Du ranch El Angel. » La fille montre sur son bras gauche une initiale tracée au fer rouge. On dirait une marque d'éleveur comme emportent les bêtes des troupeaux. Qu'est-ce que c'est que ce ranch ? N'obtenant aucune réponse, le capitaine Jiménez se rabat sur les tenancières. Ce sont 2 femmes respectivement âgées de 47 et 50 ans que le lieutenant Zúñiga connaît bien, puisqu'il les présente l'une après l'autre. Delphine González Valenzuela, l'aînée, est assise derrière son bureau, calme, froide, le visage incroyablement dur. Elle se contente d'incliner la tête à l'énoncé de son nom. Debout, près de sa sœur, la brune Maria del Jesus González Valenzuela, malgré un visage long et maigre, montre plus d'exubérance. Bonjour capitaine, nous n'avons pas souvent la chance de recevoir des gens de Mexico. Mais cette exubérance tourne court, car le capitaine Jiménez a tout de suite ressenti pour les 2 femmes une aversion quasi insurmontable. Il n'a pas l'ombre d'un sourire. Il est à peine poli lorsqu'il demande « D'où viennent ces femmes ?» Vous savez comment ce genre de filles se recrutent, capitaine. Ce sont de pauvres femmes déjà prostituées lorsqu'elles nous arrivent. Analphabètes, sous-alimentées, croyez-moi, elles sont mieux ici qu'à se prostituer dans leur village. Vous n'êtes pas le premier à vous inquiéter de leur sort. Vous ne serez pas le dernier à comprendre qu'elles ont de la chance de nous avoir rencontrés. Elle se tourne vers le capitaine, chef de la garnison militaire. N'est-ce pas, capitaine ? Oui, c'est vrai, confirme le capitaine Zúñiga. Cette entente classique du chef de la garnison militaire locale et des 2 richissimes notabilités sur le dos de ces malheureuses est absolument écœurante. Le capitaine Jiménez ne se prive pas de le laisser entendre. Sa moue, le ton qu'il emploie, les mots devraient faire rentrer sous terre les 2 déchets de femmes qui l'écoutent. Vous possédez d'autres étables comme celle-là ? Oui, Donnez-moi la liste et les adresses. L'après-midi du même jour et le lendemain, le capitaine Jiménez visite 6 maisons du même genre. Il y découvre que le bétail humain qu'on exploite est comptabilisé par les sœurs González pour une valeur variant entre 500 et 1000 pesos pièce, soit 400 francs nouveaux. C'est d'ailleurs le prix où elles les vendent régulièrement à d'autres maisons mexicaines ou même aux États-Unis. La plupart des femmes sont originaires de la région. Certaines engagées comme bonnes, à l'âge de 13 ou 14 ans, ont d'ailleurs fait l'objet de demandes de recherche de la part des familles, demandes qui n'ont eu aucune suite, bien entendu, et dont, bien entendu, les 2 maquerelles n'ont jamais entendu parler. Mais l'action policière entreprise contre les sœurs González décide la jeune Maria Mejia à parler enfin. Maria, 14 ans, semble avoir connu des horreurs ineffaçables quand elle dit « Il faut que la police aille visiter le ranch El Angel ». Le capitaine Jiménez a déjà entendu parler du ranch El Angel, en interrogeant le bétail des sœurs González. Mais aucune des malheureuses filles n'a donné le détail. Le 18 janvier 1964, accompagné de 2 policiers armés, le capitaine Jiménez se présente devant le ranch El Angel. 17 hectares entourés de barbelés, des gens à San Francisco del Rincón l'ont prévenu. Méfiez-vous. Les sœurs González sont une troupe de pistoleros. C'est vrai, une vingtaine d'hommes, le doigt sur la gâchette, sont groupés à l'entrée. Au milieu d'eux, les sœurs González, en pantalon de cheval cartouchière, autour de la taille et carabine à la main. On se croirait revenu au temps de Far West. Les 2 vieilles filles ont d'ailleurs l'air aussi ridicules que dangereuses. Mais le capitaine ne se laisse pas intimider. Les sœurs González ne peuvent ignorer que, devant une action de la police agissant au nom des 5 États du Mexique, la protection du commandant de la garnison militaire locale ne leur est plus d'aucun secours. Ils descendent de voiture et ordonnent dans un porte-voix. « Votre résistance est stupide, déposez vos armes. » Après quelques hésitations, l'aînée des sœurs González donne l'ordre à ses pistoleros de jeter revolver et fusil à terre et elle montre l'exemple. La prostitution est mère de lâcheté, c'est bien connu. Puis le grand portail s'ouvre en grinçant pour que les 2 camions chargés de policiers pénètrent dans le ranch. Des longs bâtiments qui ferment la cour principale. Des voix des femmes s'élèvent. Un étrange murmure inhumain. Ce sont les pensionnaires des sœurs González. Elles sont 18. Les pensionnaires sont en réalité 18 femmes en haillons,
d'une saleté repoussante, enfermées dans des petites pièces sans lumière. Ce sont des prostituées devenues inutilisables, vieilles et malades. Aucune ne dépasse 45 ans. Le capitaine Jiménez a tout de suite compris. Cela ressemble étrangement à certaines méthodes nazies. Vous les supprimez lorsqu'elles ne vous servent plus, dit-il. L'aîné des sœurs González, qui joue les pistoleros et les sadiques retardés, proteste d'un air mauvais. C'est faux. Nous verrons bien, dit le capitaine Jiménez, qui se retient d'écraser la tête de ce monstre femelle, coup de gifle rafraîchissante. Tandis que les policiers munis de pelles et de pioches se répandent dans le ranch, Jiménez découvre une dizaine de femmes plus jeunes, presque des enfants. Ils sont affamés, la plupart sans volonté, ivres d'alcool et réduites à l'état animal. Le procédé est simple au ranch. L'alcool remplace la nourriture et il a l'avantage de détruire vite les volontés individuelles. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demande le capitaine. « On apprend », dit une gamine qui a tout juste 13 ans et tout juste l'air d'une femme. « Vous apprenez quoi ?»« Le métier », dit-elle. Ils sont tournés mornes, sa voix pâteuse, effrayante dans la bouche d'un enfant. Le capitaine Jiménez découvre aussi une femme d'une quarantaine d'années qui semble régner sur le ranch. Il n'a pas besoin de l'interroger longtemps pour qu'elle avoue. Enlevée toute jeune et placée dans une maison close, usée, elle est devenue l'éducatrice des basses œuvres de ses patronnes. C'était ça ou mourir. Elle accepte de guider le capitaine à travers ce nouveau camp de concentration. Là, dans un râtelier, sont accrochés les fouets dont se servent les sœurs González pour mater les récalcitrantes. Ici, c'est le lit royal, une planche étroite où les jeunes femmes indisciplinées sont ficelées avec du fil de fer barbelé, de sorte qu'au moindre mouvement, le fil de fer s'enfonce dans la chair. Plus loin, une réserve de bidons d'essence pour brûler les cadavres. C'est un véritable cauchemar. Puis la femme conduit le capitaine dans un coin reculé du ranch. Depuis qu'elle a commencé à parler, on sent qu'elle ne s'arrêtait plus. Elle vide l'horreur accumulée depuis des années. « C'est ici qu'il faut creuser », dit-elle enfin. On creuse et l'on découvre 17 squelettes. Enfin, dans une cave, il y a des jarres. La femme dit qu'il faut les casser. Un coup de crosse, de revolver et la jarre s'entrouvre. Sur une chose immonde. Dans ces jarres sont enfermés les cadavres des nouveau-nés arrachés à leur mère et tués pour qu'ils ne gênent pas l'exercice de la prostitution. Et pourquoi les garder là? Pourquoi ce sadisme gratuit, incompréhensible, et des femmes torturées, des enfants morts? Que peut la justice humaine contre des monstruosités pareilles? Pas grand-chose. Le jour même, le capitaine Jiménez fait mettre en état d'arrestation les sœurs González, le capitaine de l'armée mexicaine Zúñiga, l'ancienne prostituée devenue complice et le chauffeur du ranch Francisco Camarena. Une dizaine d'autres arrestations suivront. Les sœurs González ont fait appel à leur avocat, mais ce dernier ne prend pas le risque de les défendre, estimant qu'il n'y a rien à défendre. Un deuxième avocat, pressenti, refuse à son tour en déclarant « Un lieu comme le ranch El Angel ne peut avoir existé qu'avec l'aide de personnes influentes au plus haut niveau de l'administration. » Possible, mais lorsque le capitaine Jiménez conduit les sœurs González auprès du juge Tonoteo Lozano, il a toutes les peines du monde à les protéger d'une foule hurlante qui veut les lyncher. Elles seront condamnées au maximum de la peine de la loi mexicaine, 40 ans de détention criminelle, un maximum qui a tout l'air d'un minimum dans ce cas précis.